Alors, on va voir donc la série numéro 3. Est-ce que vous avez le partage de mon écran devant vous? Très bien. Alors, j'ai déjà envoyé la série numéro 3. Elle contient un seul exercice. Donc, c'est un exercice qui se fait sur l'habitat, les bâtiments à usage d'habitation, dans lequel on va essayer de faire une classification du bâtiment. Avant la classification, on doit voir un simple exemple pour le calcul de la résistance thermique et le coefficient de transfert de chaleur globale d'une paroi, soit pour une paroi horizontale telle que les toitures, les planchers, et les parois verticales telles que les murs. Ensuite, on va faire une classification énergétique et climat. Et après, quand on fait la classification, on va faire le calcul du temps de retour des surcoûts d'investissement. Parce que quand on isole un bâtiment, les coûts d'isolation qui vont être engendrés par l'isolation thermique, main-d'œuvre, l'utilisation des solutions Hadoma telles que l'isolation, l'utilisation des doubles vitrages, etc., ça va engendrer ce qu'on appelle des surcoûts. C'est des surcoûts qui vont être engendrés en plus d'un bâtiment classique qu'on construit dans un pays ou dans un autre. Donc le bâtiment classique, il va coûter tant. Le bâtiment avec des solutions d'efficacité énergétique, il va coûter tant d'argent. Voilà. Il y a une différence. Cette différence de coût, elle s'appelle donc les surcoûts des investissements d'utilisation des solutions d'efficacité énergétique. Alors voilà qu'est-ce qu'on va faire dans ce TD-là. L'exercice 1 de la série 3, il dit la composition de l'enveloppe d'un immeuble à usage d'habitation, à un seul niveau bien sûr, construit dans les années 80, situé dans la banlieue d'Alger, d'une surface de 134 mètres carrés, est comme suit. Premièrement, la paroi horizontale, qui est la toiture. Elle est donnée, la composition, elle est donnée de l'extérieur vers l'intérieur. La première couche, donc, c'est le carrelage, granito. Il est d'une épaisseur de 2 cm avec un lambda, la conductivité thermique, de 2,1 watts par mètre degré C. La deuxième couche, c'est une couche en béton armé de 16 cm avec une conductivité thermique du béton de 1,75 watts par mètre degré C. La troisième couche, donc, c'est une couche en plâtre classique de 2 cm d'épaisseur avec une conductivité thermique du plâtre de 0,35 watts par mètre degré C. Alors, la résistance superficielle due au coefficient d'échange superficiel convectif HIHE, elle est de 0,14 m² degré C par watt. Donc, c'est la résistance superficielle pour une paroi horizontale. Pour les murs, la composition des murs, donc elle est donnée de la même façon, de l'extérieur vers l'intérieur. C'est les murs extérieurs, bien sûr. La première couche, donc c'est le mortier, c'est une enduit mortier de 2 cm d'épaisseur avec un lambda, la conductivité thermique de 1,15 watts par mètre degré C. Ensuite, c'est la brique creuse, c'est la brique cuite de 10 cm d'épaisseur avec une résistance, faites attention, c'est pas la conductivité thermique ici, c'est la résistance thermique de 0,20 m² degré C par watt. Une lame d'air de 4 cm d'épaisseur avec une résistance de 0,16 m² degré C par watt. Ensuite, de la brique creuse, de la même façon, c'est 10 cm avec une résistance égale à celle de la première couche. Donc, c'est R4, elle est égale à
2 mètres carrés de graissé par watt. La dernière couche, donc, c'est l'enduit plâtre, c'est le plâtre classique, de 2 cm d'épaisseur, avec une conductivité thermique de 0,35 watts par degré C. La résistance superficielle aussi, due à l'échange, au coefficient d'échange superficiel intérieur et extérieur, la somme des deux résistances internes et externes, elle est de 0,17 m² de Gauss par watt. Alors, la première question, il nous demande de calculer le coefficient de transfert de chaleur global K de chaque paroi, ça veut dire de la toiture et des murs. La deuxième question, vérifier si cet immeuble est conforme à la réglementation thermique algérienne ou non. Si les déperditions par transmission qui est égale à 653,19 watts par degré C, les déperditions de référence qui sont égales à 581,63 watts par degré C, les apports par les parois opaques qui sont égales à 6531,51 watts, les apports par les parois opaques de référence qui sont égales à 5283,99 watts, les apports par les parois vitrées qui sont égales à 942,82 watts et les apports par les parois vitrées de référence qui sont égales à 818,24 watts. Ça, c'est les données. La troisième question, déterminer les classes énergétiques et climat de cet immeuble qui est tout électrique avec un coefficient énergétique de 2,58, un facteur d'émission de CO2 qui est égal à 0,2 kg équivalent CO2 par kilowattheure énergie primaire. Faites attention ici, il n'y a pas l'unité, donc il faut corriger. Facteur d'émission de CO2 qui est égal à 0,2 kg équivalent CO2 par kilowattheure énergie primaire. Voilà. Si la consommation énergétique du 8/4/2011 au 11/10/2011 et du 12/10/2011 au 7/4/2012, ça veut dire un an, est égale. Pendant les heures creuses, elle est de 2171 kWh et de 4832 kWh. Pendant les heures pleines, attention, ça c'est pour l'été et l'hiver. Pendant les heures creuses, 2171 pendant l'hiver, 4832 pendant l'été. Les heures pleines, 1824 pour l'hiver et 4494 pour l'été. Ça veut dire c'est les dates, les tranches 2171. C'est entre le 8/4/2011, c'est pour le 8/4 jusqu'à 11/10/2011 et de 4832 entre 12/10 et le 7/4. Pour le 1824, c'est entre le 08/4/2011 et 11/10/2011. Et 4494 kWh, c'est entre le 12/10/2011 et 7/4/2011. Voilà. Alors, sachant que 70% de cette consommation totale est due au chauffage et à la production d'eau chaude sanitaire et à la climatisation. Pour la climatisation, elle fonctionne 5 heures pendant 10 jours par an avec une puissance de 5000 watts. Donc, calculer le temps de retour d'investissement pour l'utilisation d'un système de production d'eau chaude sanitaire et d'électricité, système hybride, d'un coût global de 350 000 dinars avec des économies de 150 000 dinars. Alors, voilà l'énoncé. Donc,
on va commencer avec la première question. Alors, on veut calculer le coefficient de transfert de chaleur global K de chaque paroi. Alors, je vous ai donné déjà, donc, je vous ai donné le cours et on a déjà vu comment calculer la résistance thermique d'une paroi. Donc, vous avez 5 minutes pour un essai. Donc, vous avez devant vous la calculatrice, les cahiers, etc. Essayez de faire la première question en 5 minutes et j'attends la première réponse. Vas-y. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà trouvé un résultat? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a trouvé le résultat? Celui qui a déjà essayé de faire l'exercice. Allô? Allô?
Bensari, vous m'entendez? Allô? Bensari? Ah, moi j'ai pensé que vous n'entendez rien. Très bien, ça. Vous faites la solution à côté, oui, Harry. Très bien. راني ندير في l'enregistrement بصح ما نعطيهولكمش هكا باش تاسيستيو. جو سي جي تروفي اليوم صرات كاع عندنا فرانشمون والله غير ما نكذبش عليكم. جي بونسي ا ان بويكوت بيسك البارح ils m'ont envoyé un message comme quoi باللي tout le monde ne veut pas faire cette séance parce que c'est une journée libre et c'est la seule journée libre. J'ai compris que c'est un boycott, mais malheureusement c'est heureusement, c'est pas malheureusement, heureusement que j'ai pas bien compris le message. La majorité راحوا داروا كاع تاع le samedi, mais c'est le jeudi. اليوم باينه بلي c'est le jeudi. Non, ماشي غلط. Là, j'ai envoyé deux invitations. Une pour aujourd'hui, une pour aujourd'hui. On bac, j'ai refait celui du samedi parce que il y avait une كنت داير le samedi jusqu'au 23 mars واقيلا ولا le 4 mars. Mais on peut pas faire le samedi jusqu'à حتى نشوفوا la programmation تاع la semaine prochaine, le présentiel تاعكم باش نعاودوا نبروغرامي و on va reprogrammer le distanciel. Très bien. Monsieur, Oui, oui. Alors, monsieur, oui. le cas de la toiture, Ouais. 3,35. 3,35. Le 4 à la toiture. Très bien. Oui, c'est ça. بصح l'unité, mademoiselle. Watt à la mètre au carré, degrés Celsius. Très bien, c'est ça. Alors, comment vous avez trouvé mademoiselle Jawadi? Jouadi, madame. Jawadi, oui. Monsieur. D'accord. Jawadi, comment vous avez trouvé le cas? Monsieur, le cas de la toiture égale 1 sur le R de la toiture. Très bien. Alors, le C'est R. Eh? on va dire le R de la toiture ou la somme les RI plus la résistance superficielle, 1 sur Très bien. HI plus 1 sur HE. Très bien. C'est la résistance superficielle globale due à la résistance superficielle interne et externe. Très bien. Oui. On back. Après, نحكموا اسمه هذيك 2 سنتيمتر هذيك نقسموها على لا Alors, هذيك les باش نلقاو résistances. Tout doucement, mademoiselle Jouadi. Alors, les résistances superficielles, on a la بالنا باللي c'est l'inverse تاع le coefficient superficiel interne et externe. C'est la somme des deux. Les résistances de chaque couche de la paroi, elle est égale à combien? نحكموا l'épaisseur تاع زعما الكارلاج هذاك الاولاني تاع غرانيتو نقسموها على لاندا. Très bien. Donc, c'est la division de l'épaisseur par la conductivité thermique. C'est la somme Oui. de toutes les résistances qui sont égales à l'épaisseur de la couche concernée sur sa conductivité thermique. Très bien, c'est ça. Oui, monsieur. Très bien, Oui. très bien. Alors, je vais vous afficher le résultat. C'est ça, c'est très bien, mademoiselle Jawadi. Alors, et la voilà. Donc,
La solution, donc pour la toiture, première question, pour la toiture, le coefficient global de transfert de chaleur de la paroi égale à l'inverse de la résistance thermique totale de chaque paroi, avec la résistance totale, elle est égale à la somme des résistances de toutes les couches de la paroi. Alors, la résistance totale, elle est égale à la résistance superficielle, elle est égale à la résistance superficielle, donc c'est la somme des deux résistances superficielles, interne et externe, plus la somme des résistances thermiques de chaque couche de la paroi, puisqu'on a trois couches, on a le carrelage, le béton armé, on a le plâtre, donc c'est la somme des trois résistances. Chaque résistance, elle est égale à l'épaisseur de la couche concernée sur sa conductivité thermique. E1 sur lambda 1 plus E2 sur lambda 2 plus E3 sur lambda 3. Alors, puisqu'ils nous ont donné la résistance superficielle, elle est égale à 0,14 mètres carrés degrés C par watt, on va la mettre directement. C'est pas un calcul. Donc, c'est sa valeur directe. Plus 0,02, c'est 2 cm. On va la convertir en mètres. Alors, la loi E sur lambda, c'est en mètres. C'est le mètre sur les watts par mètre degré C ou la degré Kelvin. C'est 0,02, il y a 2 cm, sur 2,1 watts par mètre degré C. Plus 0,16, il y a 16 cm, sur 1,75 watts par mètre degré C. Plus 2 cm, il y a 0,02 mètres sur 0,35. Et on trouve la résistance thermique totale de la toiture, elle est égale à 0,29 mètres carrés degrés C par watt. Et le coefficient de transfert de chaleur globale de la toiture, il est égal à 3,35, comme elle a trouvé mademoiselle Jawadi, 3,35 watts par mètre carré degré C. Alors, faites la même chose s'il vous plaît pour le mur vertical et vous me donnez le résultat.
Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé le résultat? Vous faites la même chose. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé le résultat? Monsieur, Oui. le cas تاع المur, c'est 1. Normalement, il a dépassé le 1. 20. Combien? سي خليفة، زيد شوية الفوليوم على خاطر مانيش نسمع شوية، مانيش نسمع مليح. 24, je crois que c'est ça, oui. 1,29 ou la 24. Même pas, même pas. 24, voilà. Le cas, il خرج 1,24. Très bien. Attention, mademoiselle Jawadi. Il faut toujours Oui, prendre... monsieur. Oui, il faut toujours prendre 3 chiffres après la virgule. لقيتي la même chose, je crois. نعم. لقيتي la même chose. Non, لقيت 1 0 0. Ah, d'accord. Donc, il y a quelque chose. Faites attention. علاش عطيت لكم هذا لو calcul puisque هذا le calcul تاع la résistance ou là le calcul تاع le coefficient d'échange superficiel, il nécessite beaucoup d'intention. Il faut faire attention aux chiffres. Par exemple, les résistances superficielles, il faut prendre 3 chiffres après la virgule. Pour les résistances des couches de construction, il faut prendre aussi kiff kiff 3 chiffres après la virgule si c'est pas 4 chiffres. Donc, et le résultat final, il faut prendre 3 à 4 chiffres après la virgule. Il ne faut pas faire des approximations. Il faut prendre les chiffres tels qu'ils sont, 3 ou 4 chiffres après la virgule, et l'unité à la fin. Un chiffre sans unité, ça veut dire que le résultat est faux. Faites attention, puisqu'ici, dans cette spécialité, dans ce module-là, un résultat sans unité, le résultat, il ne vaut rien. Et dans un examen de ce module, on considère le résultat faux sans unité. Faites attention, avec une unité fausse, c'est faux. Avec
un chiffre sans unité, c'est faux aussi. Hein. Alors, ici, le résultat, il joue un rôle très très important. Donc, la résistance thermique, c'est 0,804 mètres carrés degrés C par watt. Et le coefficient d'échange global, le coefficient de transfert de chaleur global du mur, il est égal à 1,243 watts par mètre carré degré C. Maintenant, on passe à la deuxième question qui dit vérifier si cet immeuble est conforme à la réglementation thermique algérienne ou non. Alors, la réglementation thermique algérienne, on a dit que c'est le DTR C32/4. Alors, donc je vais vous montrer le DTR, puisque je l'ai ici. Voilà le DTR. Donc, c'est le DTR C32/4. Donc, qui est intitulé Réglementation thermique du bâtiment en Algérie. Donc, c'est la réglementation thermique du bâtiment. C'est un document du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville. Donc, qu'est-ce que ça veut dire DTR? C'est document technique réglementaire. Dans ce document-là, donc il a à peu près 214 pages. Donc, dans ce document-là, donc vous avez besoin de ce document-là. Donc, vous pouvez l'acheter près du CNERIB. Donc, le CNERIB, c'est le Centre national d'études et de recherche intégrée du bâtiment qui se trouve à Suidania. Donc, c'est un document qui coûte à peu près 1000 dinars, 950 dinars. Donc, avant 2014, c'était deux DTR, divisés en deux. Le DTR pour l'hiver, pour le calcul des déperditions, qui est intitulé Document technique réglementaire DTR C3.2, calcul des déperditions calorifiques dans le bâtiment à usage d'habitation. Et le deuxième DTR, c'est le document technique réglementaire DTR C3.4, c'est pour le calcul des apports calorifiques dans le bâtiment. Maintenant, après 2014, il a été révisé et j'avais l'honneur de participer dans la révision de ce DTR et il a été jumelé en un seul volume et on a appelé ce DTR document technique réglementaire DTR C32/4 et on a rendu ces deux volumes en un seul volume en 214 pages. Et les mêmes exigences, on a gardé les mêmes exigences parce que c'est les mêmes exigences qu'on va les appliquer sur les bâtiments en Algérie. Et donc, on a dit que le bâtiment en Algérie doit être conforme à l'exigence réglementaire précisée dans ce DTR. Alors, en hiver, dans ce DTR, le DTR C32/4, l'exigence réglementaire, elle dit que les déperditions thermiques par transmission à travers les parois qui donnent sur l'extérieur doivent être inférieures ou égales à 1,05 que multiplient les déperditions de référence. Alors, les déperditions par transmission doivent être inférieures ou égales à 1,05 que multiplient les déperditions par transmission de référence. Alors, les déperditions par transmission, ce sont les déperditions qu'on doit calculer par les lois que je vous ai données au cours. Sinon, il va nous donner directement les déperditions thermiques par transmission, directement. Soit on va les calculer, qui sont égales au coefficient de transfert de chaleur global K, fois la section de la paroi, fois la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur de la paroi. Les déperditions de référence sont calculées aussi, qui sont égales au coefficient d'échange global K
de référence que multiplie la même section de la paroi que multiplie la différence de température de référence de part et d'autre de la paroi. Alors, dans notre exercice, ils nous ont donné les déperditions par transmission. Ils nous ont donné les déperditions de référence. Il suffit de faire le calcul de 1,05 que multiplie les déperditions de référence. Alors, le 1,05 c'est un coefficient de majoration pour donner une majoration aux déperditions par les ponts thermiques. Donc, dans le DTR, c'est 3,2/4. Donc, on majore. Donc, on fait une majoration des déperditions par les ponts thermiques. Les ponts thermiques, c'est quoi les ponts thermiques? Ce sont des défauts qui existent dans le bâtiment. Par exemple, les joints. Par exemple, la discontinuité d'une couche d'isolation. La discontinuité de la lame d'air, etc. Ce sont des défauts à travers lesquels les pertes de chaleur sont majorées, sont très importantes par rapport au reste de la paroi. C'est pour ça, ici, dans la réglementation thermique algérienne, il majore. Donc, il donne une majoration de ces déperditions à 5% seulement. C'est pour ça que vous trouvez ce coefficient-là, 1,05. 0,5 AD, c'est 5% des déperditions totales par transmission. C'est une majoration de transfert de chaleur à travers les parois par transmission due au pont thermique. Quand vous faisiez le calcul à 1,05 fois les déperditions de référence, vous trouvez 610,71 watts par degré C. Les déperditions thermiques par transmission des parois, elles sont égales à 653,19. Vous remarquez ici que les déperditions thermiques par transmission sont supérieures à 1,05 fois les déperditions de référence. Ça veut dire quoi? Là, l'exigence réglementaire, elle n'est pas vérifiée. Donc, l'immeuble ne vérifie pas l'exigence réglementaire d'hiver. Du DTR, c'est 3,2/4. Donc, la première de l'hiver, elle n'est pas vérifiée. Donc, on passe à le cas d'été. Attention, Lena. Donc, il y a une erreur. Donc, ici, il y a une parenthèse. Pour l'exigence réglementaire d'été, elle dit que les apports calorifiques par les parois opaques plus les apports calorifiques par les parois vitrées doivent être inférieurs ou égal à 1,05. Vous corrigez s'il vous plaît. Ouvrez une parenthèse que multiplie. Ouvrez une parenthèse. Les APO-REF, donc c'est les apports calorifiques par les parois opaques de référence, plus les apports calorifiques par les parois vitrées de référence et vous fermez la parenthèse. Ici, il y a une parenthèse. Donc, c'est si, donc, c'est comme ça. Donc, c'est les apports calorifiques. C'est les APO REF plus les AV REF. Et vous fermez la parenthèse. Ici, il y a une parenthèse, donc on ne multiplie pas uniquement 1,05 fois les APO REF, fois les apports calorifiques par les parois opaques. Il faut multiplier fois la somme des deux. OK? Est-ce que c'est clair? Alors, quand on fait le calcul, les APO, les apports calorifiques des parois opaques, plus les apports calorifiques par les parois vitrées, vous trouvez 7474,33 watts et 1,05 fois les apports calorifiques par les parois opaques plus les apports calorifiques par les parois vitrées. Donc, vous trouvez 6407,34. Et vous remarquez que les APO plus les AV
sont supérieurs à 1,05 fois la somme des deux apports de référence. Et donc, les meubles ne vérifient pas l'exigence réglementaire DT du DTR C32/4. Alors, vous n'avez pas la conformité ni en été ni en hiver. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, l'immeuble n'est pas conforme à la réglementation thermique algérienne. DTR C32/4. Alors, l'immeuble n'est pas conforme à la réglementation thermique algérienne d'été et d'hiver. DTR C32/4. Est-ce que c'est clair? La troisième question. Alors, elle dit calculer, déterminer les classes énergétiques et climat de cet immeuble qui est tout électrique. Ça veut dire tous les systèmes à l'intérieur de cet immeuble sont des systèmes qui fonctionnent avec de l'électricité. Avec un coefficient, avec un facteur énergétique de 2,58 et un coefficient d'émission de dioxyde du carbone qui est égal à 0,2 kg. Donc, c'est kilogramme équivalent CO2 par kilowatt heure énergie primaire. C'est l'unité de ce coefficient d'émission de gaz à effet de serre. C'est le kilogramme équivalent CO2 par kilowattheure énergie primaire. Si la consommation énergétique de la période de 08-4-2011 ou 11-10-2011 et du 12-10-2011 ou 7-4-2012, ça veut dire d'une année, elle est égale à 2171 kWh et 4832 kWh. Pour les heures creuses, pour les heures pleines, 1824 kWh et 4494 kWh. Sachant que 70% de cette consommation totale est due au chauffage et à la production chaude sanitaire uniquement. Alors, pour la climatisation, elle fonctionne pendant 5 heures, pendant 10 jours par an, avec une puissance de 5000 watts. Alors, vous avez 5 minutes pour faire cette question.
Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé le résultat? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé les résultats? Quelle classe? La classe D. C'est quelle classe Hadia? Il y a deux types de classification. Selon l'étiquette énergétique. Alors, comment tu as procédé? Très bien. La différence ou la somme? La différence ou la somme? Quelle est la différence? Très bien. Eh. علاش درت la différence? Non, c'est pas comme ça. Hadith, c'est une consommation énergétique. Ça veut dire que les systèmes qui se trouvent à la maison, à l'intérieur, ils ont consommé les deux valeurs. Plusieurs creuses. Ou consommé les deux valeurs, plusieurs pleins. Ça veut dire donc les quatre consommations, ce sont des consommations dans les systèmes énergétiques. Ça veut dire que vous faites la somme de les quatre valeurs. Je ne sais pas comment vous avez trouvé la classe D. Dès le début, tu as commencé avec une erreur. Il faut faire la somme. Alors, je vais vous montrer la correction. Alors, donc, une maison est toute électrique, ça veut dire que les systèmes, tous les systèmes qui se trouvent à l'intérieur de cette maison sont des systèmes qui fonctionnent avec de l'électricité, que ce soit les systèmes de chauffage, de climatisation, de production d'eau chaude sanitaire, fonctionnent avec de l'électricité. فاهمين واش معناتها tout électrique? Ça veut dire même le chauffe-bain تاعك يمشي بتريسيتي. Le chauffage, il fonctionne avec de l'électricité. La chaudière, elle fonctionne avec de l'électricité, mais au gaz naturel. Ça s'appelle des systèmes tout électriques. Donc, sur sa facture annuelle, la consommation énergétique de 8/4/2011 au 11/10/2011 et de 12/10/2011 au 7/4/2012, ça veut dire une année, pendant les heures creuses, 2171 kWh et 4832 kWh. هذوما في les heures creuses. Les heures pleines, 1824 kWh et 4494 kWh. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois totaliser mes consommations. Donc, soit 2171 plus 4832 plus 100, 1824 plus 4494, ça donne 13 321 kWh. C'est la consommation énergétique totale de la maison. OK? Alors, donc, faites la consommation énergétique, qu'est-ce qu'il dit?
Donc, il nous dit que 70% de cette consommation totale, elle est due au chauffage et à la production d'eau chaude sanitaire seulement. 70% de cette consommation, elle est due au chauffage et à la production d'eau chaude sanitaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je dois multiplier cette consommation totale fois 0,70. Ça donne la consommation énergétique due au chauffage et à la production d'eau chaude sanitaire. Alors, la consommation due au chauffage et à la production d'eau chaude sanitaire, elle est égale à 13 321 que multiplie 70% et elle donne 9 324,7 kWh. Donc, le système de refroidissement, la climatisation, il fonctionne 5 heures pendant 10 jours par an avec une puissance de 5000 watts. C'est des watts, c'est pas des BTU, attention. Alors, on doit calculer la puissance de climatisation, la puissance consommée de la climatisation, elle est égale à 10 heures, 10 jours, pardon, que multiplie 5 heures, que multiplie 5000 watts sur 1000. Et elle donne la puissance due à la climatisation, la consommation due à la climatisation, elle est égale à 250 kWh. Alors, la consommation totale de cette maison, donc c'est la somme des deux. C'est la somme de la puissance de la climatisation plus la consommation due au chauffage et à l'eau chaude sanitaire. C'est la quantité, c'est l'énergie due au chauffage et à la climatisation plus l'énergie de la climatisation. Donc c'est 9324,7 plus 250, elle donne 9574,7 kWh. Et on trouve, donc, est-ce qu'on peut classer la maison Ternas dans l'étiquette énergétique selon cette valeur? Non. Donc, on doit trouver des kilowattheures énergie primaire par mètre carré par an. Donc, on doit diviser sur la surface habitable qui est de 134. Cette valeur, vous la trouvez au début d'énoncé, début de l'exercice. C'est 134 mètres carrés avec un seul niveau. Donc, la consommation totale de la maison, elle est égale à 24 702,7 kWh. Alors, avant d'arriver ici, donc on doit trouver cette énergie en énergie primaire. On a 9574,7 kWh. C'est 10 kWh. Donc, on va la convertir en kilowattheure énergie primaire. Donc, on multiplie par 2,58 parce que notre système, c'est un système tout électrique pour obtenir la consommation en énergie primaire. Donc, la consommation totale en énergie primaire, elle est égale à 9574,7 kWh que multiplie 2,58 et ça donne 24 702,7 kWh énergie primaire. Alors, pour trouver cette consommation totale en mètre carré par, donc c'est une consommation unitaire par mètre carré par an, donc c'est la consommation totale en énergie primaire que divise le nombre de planchers que multiplie la surface d'un plancher. Là, on a le nombre de planchers, donc c'est un seul niveau, que multiplie la surface d'un niveau, donc c'est 134 mètres carrés. Et on trouve la consommation totale 184,35 kWh énergie primaire par mètre carré par an. Donc, si on va utiliser l'étiquette énergétique pour la classification énergétique des bâtiments, on trouve que cette consommation, elle se trouve entre 151 kWh énergie primaire par mètre carré par an
et 230 kWh énergie primaire par mètre carré par an. Donc, ça correspond à la classe D. Donc, notre consommation, elle se trouve dans cette fourchette qui est la classe D. Donc, c'est vrai. Donc, l'immeuble est dans la classe énergétique D, puisque notre consommation énergétique en kilowattheure énergie primaire par mètre carré par an se trouve entre 151 et 230 qui correspond à la classe D, que vous la trouvez dans l'étiquette énergétique. Voilà. Vous utilisez l'étiquette énergétique pour se localiser dans l'étiquette énergétique. Alors, maintenant, sachant que le facteur d'émission de gaz à effet de serre est de 0,2 kg CO2 par kilowattheure énergie primaire, on va essayer de trouver les émissions, la masse du CO2 émise par an. Donc en une année, elle transmet, donc votre maison, elle transmet donc la masse du CO2 qui correspond à la consommation énergétique totale en kilowattheure énergie primaire par mètre carré par an, ce que vous avez trouvé ici, que multiplie le facteur d'émission de CO2 en kg équivalent CO2 par kilowattheure énergie primaire. Attention, hein, énergie primaire. Alors, et on trouve donc c'est 184,35 que multiplie 0,2, elle est égale à 36,87. Si on utilise l'étiquette climat, donc 36,35, elle se trouve où? Elle se trouve ici. Elle se trouve ici. Donc c'est la classe E. C'est entre 36 et 55 kg équivalent CO2 par mètre carré par an. Donc c'est la classe E. C'est la classe E. Donc notre émission de gaz à effet de serre, elle se trouve entre 36 kg équivalent CO2 par mètre carré par an et 55 kg équivalent CO2 par mètre carré par an. Et donc c'est la classe climat E. La quatrième question, calculer le temps de retour d'investissement pour l'utilisation d'un système de production d'eau chaude sanitaire et d'électricité. Donc, c'est un système qu'on a conçu pour cette maison qui s'appelle le système hybride. Je vous ai donné déjà le catalogue d'un système hybride dans la solution de la série 2. Donc, un système hybride, voilà. Donc, il est composé d'un panneau solaire hybride, ça veut dire photovoltaïque et thermique en même temps. Donc, il fait les deux choses à la fois. Il produit de l'électricité à travers les cellules en silicium. Il produit de l'électricité. Il produit de la chaleur aussi. La chaleur à travers un serpentin qui transporte un fluide caloporteur, soit de l'eau, soit de l'air, soit du glacial, etc. Donc, il produit de la chaleur. La chaleur, elle va dans les systèmes de production de chaleur qui est le ballon d'eau chaude sanitaire. Et l'électricité, elle va dans le système de production électrique, donc qui est le régulateur. Il va être stocké dans une batterie après un convertisseur. Donc, le système qui s'appelle un système hybride, il fait les deux à la fois. Il produit de la chaleur pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire. Il produit de l'électricité pour les systèmes qui fonctionnent en l'électricité. Donc, le système, il nous a coûté 350 000 dinars. Donc, le coût global de ce système sera maintenant 35 millions. Et qu'est-ce qu'il va nous faire gagner? Donc, il va nous permettre de gagner 150 000 dinars par an.
Là, c'est par an. Dinars par an. Donc, une économie de 150 000 dinars par an. Donc, on veut calculer le temps de retour d'investissement. Donc, on a fait un investissement. On a utilisé un système de production d'eau chaude sanitaire et de production d'électricité pour économiser de l'électricité ou pour faire des économies sur la consommation énergétique à la maison. Il nous a coûté 350 000 dinars, 35 millions. Il nous permet de gagner 150 000 dinars par an. On va calculer le temps de retour des surcoûts d'investissement هاد 35 millions. Au bout de combien de temps, on va récupérer ces coûts d'investissement. Donc, je vous ai donné la loi pour calculer le temps de retour. Donc, le temps de retour d'investissement il est égal au coût global de l'investissement en dinars sur l'économie d'énergie réalisée en dinars par an. Comme le coût global de l'investissement il est égal à 350 000 dinars et l'économie d'énergie réalisée, donc elle est égale à 150 000 dinars par an. Donc on fait la division de ce 350 000 sur 150 000, on trouve 2,33 années. Ça veut dire 2 ans et quart. Au bout de 2 ans, 33, on va récupérer notre coût d'investissement. Ça veut dire le reste, pendant la durée de vie de ce système, la production d'énergie, elle est gratuite. Il n'y a pas de coût uniquement back après les 5 années, c'est à peu près c'est une durée de vie qui ne dépend pas ni d'entretien, qui n'engendre pas des coûts d'entretien ni des coûts des différents coûts. Donc au bout de 5 ans, donc notre système va fonctionner normalement d'une meilleure façon. Après les 5 ans, donc il y aura des coûts supplémentaires qui vont être engendrés, qui sont dus à des coûts d'entretien et de réparation du système. Donc après de 2 ans jusqu'à 5 ans, donc il n'y aura pas de coût d'entretien. Mais à partir de 5 ans, il y aura de coûts supplémentaires qui sont dus à des coûts d'entretien. Donc, au bout de 2 ans, 33, on va récupérer notre coût d'investissement. Alors, donc voilà, donc c'est le temps de retour des surcoûts d'investissement dû à l'utilisation d'un système actif qui s'appelle un système actif hybride pour la production d'électricité et de chaleur. Alors, donc maintenant, normalement pour l'exercice 3, donc c'est terminé. Si vous avez des questions, on commence à répondre à vos questions. Si vous n'avez pas de questions, on va directement. Donc, je vous ai donné ici l'étiquette énergétique et l'étiquette climat pour la classification énergétique. Donc, c'est un document que vous avez besoin pour la réponse à la question 3. Juste en bas, vous trouvez la solution que j'ai fait avec manuellement, donc avec la calculatrice, etc. J'ai fait des photos. Donc, s'il vous plaît, donc vous voyez que donc ici, je vous ai donné les valeurs que j'ai fait moi-même. S'il vous plaît, essayez de refaire les calculs parce que on ne sait jamais. On ne sait jamais, peut-être qu'il y aura des erreurs de calcul. Et il faut me faire savoir que lorsqu'il y a des erreurs de calcul, donc vous avez ici ma propre solution. Donc j'ai fait les applications numériques avec la calculatrice. J'ai fait donc
tout l'exercice moi-même. Donc, voici mes calculs, voici mes résultats. Jusqu'à la fin. Donc, c'est la dernière question. C'est la question 4. Voilà. Donc, jusqu'au temps de retour des surcoûts d'investissement. Donc, je vais vous envoyer cette solution. Dès qu'on termine le TD Hada et le cours, donc, pour vous permettre de faire une révision et de refaire l'exercice tout seul. Essayez de refaire l'exercice, s'il vous plaît, comme sans voir la solution, parce qu'il y a beaucoup de calculs, c'est pas beaucoup de calculs, mais il y aura des calculs. Il y a des calculs dans cet exercice-là. Donc, il faut s'habituer à faire des calculs de ce genre-là. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice? Est-ce que c'est clair? Très bien. Alors, si c'est bien clair, donc on va faire le troisième chapitre. Vous avez déjà le troisième chapitre. Donc, qui est intitulé Environnement et ressources naturelles. Alors, notre troisième chapitre, donc, il dépend des ressources naturelles qu'on utilise donc pour notre développement et dans le cadre de développement durable. Environnement et ressources naturelles. Introduction. Nous distinguons différents types d'environnement. Comme j'ai déjà dit, donc il y a un environnement économique, un environnement politique, un environnement social, industriel, culturel, etc. Dans ce cours, nous nous intéressons à l'environnement écologique seulement lié à notre planète Terre dans lequel l'homme évolue. Les caractéristiques de la planète Terre. Donc, commençons par donner une présentation de la planète Terre selon la description du professeur Gérard Mégy. Donc, depuis les origines, la planète Terre se comporte comme un système interactif complexe. Les conditions qui ont permis l'apparition de l'homme et de la vie résultant d'un équilibre précaire entre les océans, l'atmosphère, l'énergie solaire et la biosphère. C'est un équilibre dynamique et non statique caractérisé par des échanges permanents soumis eux-mêmes aux variations des paramètres cosmiques. Donc, c'est le rayonnement solaire que la Terre puisse l'énergie nécessaire aux transformations thermodynamiques et chimiques qui prennent naissance à sa surface. Cette description peut être résumée par la figure ci-après. Donc, vous avez une interaction cosmique entre les océans, la biosphère et l'atmosphère et la planète Terre. Donc, cette interaction, elle permet la vie sur Terre. Donc, c'est une interaction dynamique entre les éléments naturels de notre planète. Donc, et
L'énergie, elle se trouve dans les rayons solaires qui proviennent du soleil. Donc, la planète Terre est la seule planète en ce moment du système solaire constitué à la fois d'une biosphère, c'est les êtres vivants, d'océans et de continents. Elle est constituée de 4 enveloppes externes. Donc, cette Terre, elle est enveloppée par 4 enveloppes externes. La première enveloppe, c'est la lithosphère. La deuxième, c'est l'hydrosphère, tout ce qui est océan, c'est tout ce qui est euh, donc c'est c'est l'hydrosphère d'une épaisseur moyenne de 3800 mètres. Elle est formée essentiellement par l'eau liquide des océans, des mers, etc., des glaciers, des calottes polaires, de l'eau de l'atmosphère, du sol, des fleuves et des nappes phréatiques. L'atmosphère, subdivisée depuis le sol en troposphère, le stratosphère, mésosphère et thermosphère, qui est la couche, qui sont les couches les plus élevées. Après, c'est la biosphère, ce sont les êtres vivants qui occupent une mince pellicule de l'interface entre la lithosphère et l'atmosphère. Alors, maintenant, on passe aux ressources de la planète Terre. La première ressource qui représente la vie sur la Terre, donc, c'est l'eau. Donc, l'eau, c'est la première ressource naturelle qui est disponible sur Terre pour le développement de la race humaine. Donc, la présence de l'eau sur Terre est la principale caractéristique de cette planète qui l'a différenciée des autres planètes et explique la notion de la vie et de croissance. Donc la quantité d'eau totale disponible sur cette Terre est de 1,4 milliard kilomètres cubes, dont 1,365 milliards kilomètres cubes sont des eaux salées. Ça veut dire c'est des eaux des mers et des océans, etc. Les eaux douces sont difficilement estimables. En effet, soit 97% sont contenus dans le sol et les couches profondes de la Terre, aussi que la quantité d'eau piégée dans les calottes glaciaires est mal connue. Donc, l'être humain utilise 4500 km3 sont prélevés chaque année sur la planète. Donc, l'agriculture, on consomme plus de 70% de cette quantité, contre 20% de l'industrie et la production d'électricité, sous forme de la production électrique hydraulique, et 10% pour l'usage domestique. Donc, vous voyez bien que la consommation de l'eau, elle est due essentiellement à l'agriculture. Après, c'est l'industrie. L'industrie, généralement, c'est pour la production d'électricité. Après, les 10% qui restent, donc c'est l'usage domestique, c'est l'être humain qui les utilise, les activités domestiques d'IALO. Le rythme de reconstitution. Donc le rythme de reconstitution, vous savez très bien que l'eau est, pendant toute l'année, il se reconstitue. L'eau est recyclée en permanence sur la surface de la Terre à travers la pluie, etc. À titre indicatif, près de 600 000 km3 d'eau s'évapore chaque année. Donc, le stress, donc quel est le risque sur cette ressource naturelle? L'on prélève par an moins de 1% d'eau recyclée. Ça veut dire l'être humain, il ne consomme pas beaucoup d'eau par rapport aux autres utilisations. La problématique sur cette ressource naturelle, la plus grande problématique sur cette ressource naturelle, donc la ressource, elle est abondante, ça veut dire elle est disponible, mais très inégale. Elle est très inégalement répartie sur cette terre. C'est pour ça que vous trouvez un déplacement démographique, une concentration démographique hétérogène, etc. Donc,
Et aussi la qualité, puisqu'il y a des eaux douces, des eaux salées, des eaux qui ne sont pas potables, des eaux polluées, etc. Sa qualité aussi diffère, limitant ainsi son usage ou exige des traitements onéreux pour la rendre potable ou à limite utilisable dans certains secteurs économiques ou de l'activité de l'être humain. Donc la problématique, la plus grande problématique de cette ressource, donc c'est la qualité et la disponibilité. Donc c'est vrai, l'eau, il est abondant sur Terre, mais pas dans toutes les régions, pas dans tous les continents. Donc la répartition de cette eau, donc c'est la plus grande problématique. La deuxième ressource naturelle, c'est l'air. L'air aussi, donc, qui représente la vie. Donc, vous connaissez très bien la composition de l'air qui nous entoure. Donc, l'air, il est composé 70% de l'azote, 21% c'est de l'oxygène et le reste, les autres composants. Donc, c'est un autre élément spécifique à la Terre, est indispensable à la vie, et l'air est spécialement de l'oxygène, le O2, à hauteur de 21%. Donc, sa concentration dans l'air, il est de 21%. 70% pour l'azote et le reste, donc, c'est pour les autres composés. L'usage, l'air et spécifiquement l'oxygène est indispensable au développement, au maintien de la vie sur Terre, car il est la base de la respiration des organismes vivants. Le rythme de reconstitution, donc vous savez très bien que la constitution de l'air ou de l'oxygène, elle se fait à travers les espèces végétales. Donc c'est la photosynthèse. La proportion de l'oxygène sur Terre est considérée comme stable depuis la naissance ou la création de la Terre, puisque les organismes photosynthétiques terrestres et aquatiques produisent chaque année environ 30 puissance 13 kg d'oxygène par an. Une quantité équivalente est aussi consommée par les êtres vivants pour la respiration des organismes vivants. Le stress. Donc l'homme ne respire qu'une infime fraction de l'oxygène produit par les plantes, alors que la combustion des énergies fossiles prélève à elle seule 4% de cette proportion. Alors, l'air, il n'est pas, donc c'est la vie, donc la disponibilité de l'oxygène, donc c'est pour la vie des êtres vivants, mais pas uniquement ça. Donc, l'oxygène, il est indispensable pour brûler, pour la combustion des énergies fossiles, telles que le gaz, le pétrole, tout ce qui est carburant. Donc, et l'homme ne respire qu'une infime fraction de cet oxygène. 4% de cette quantité d'oxygène est utilisée pour la production des chaleurs et pour la combustion des énergies fossiles. La problématique sur cette ressource naturelle, donc c'est la pollution. La pollution de l'air est une menace pour la santé de l'homme. Et ceci s'explique par les activités polluantes de l'homme, à l'ozone, aux oxydes divers, aux particules fines issues de l'industrie ou aux gaz d'échappement des véhicules, etc. Donc, la plus grande problématique, c'est la pollution de cette ressource naturelle. Alors, la troisième ressource naturelle, ce sont les énergies fossiles, telles que le pétrole, le gaz naturel, le charbon. Alors, comme on a dit, donc c'est des énergies fossiles, et on commence par la plus grande ressource, qui est le pétrole. Donc, l'usage, donc c'est pour la production de chaleur et de l'électricité et de carburant d'automobile, et pour la production des revêtements. C'est pour la production des revêtements tels que les peintures, les PVC, etc. C'est des revêtements synthétiques qui sont issus de pétrole. Le rythme de reconstitution, donc, donc le pétrole, comme on a dit, donc c'est une énergie fossile.
malgré que c'est une énergie renouvelable, mais le rythme de reconstitution, c'est des millions d'années. Donc, on ne va pas la reconstituer pendant une génération. Donc, c'est après des milliers de générations pour qu'on puisse reconstituer cette source d'énergie qui est une énergie fossile. Le stress, donc, ça veut dire le stockage actuel. Donc, le stockage actuel, donc, il existe donc pour 42 ans de réserve au rythme actuel de consommation. Si on continue à consommer donc de la façon actuelle, donc il existe sur Terre 42 ans de réserve de pétrole pour les générations futures. La problématique donc, la plus grande problématique de cette ressource naturelle, donc c'est la demande importante de ces sources d'énergie parce qu'ils sont très utilisés dans l'industrie, dans la production de chaleur, etc. Et la répartition de cette source d'énergie inégale et hétérogène sur Terre. Donc, ce qui crée une tension géopolitique. Donc, vous savez très bien que cette source d'énergie est une source d'énergie qui provoque des guerres et elle provoque des tensions géopolitiques entre les pays. La deuxième source d'énergie, donc, c'est le gaz naturel. C'est les hydrocarbures en quelque sorte. C'est comme le pétrole. C'est pour la production de chaleur et d'électricité et de carburants alternatifs. Mais ici, le gaz naturel, faites attention, c'est une source d'énergie moins polluante que le pétrole, tels que les facteurs d'émission de gaz à effet de serre, tels que le CO2, le méthane et le dioxyde de soufre, il est moindre que celui du pétrole. C'est pour ça l'utilisation de gaz naturel, il est mieux que l'utilisation de pétrole dans les moteurs à combustion, dans les usines de production d'électricité, dans les centrales électriques, etc. Donc, le rythme de reconstitution, c'est des millions d'années, c'est les hydrocarbures, c'est comme le pétrole. Le stockage, le stress, donc il existe des réserves de 42 ans avec la consommation en rythme actuel. La problématique, donc, c'est la demande importante et la répartition inégale sur Terre, ce qui crée une tension géopolitique entre les pays. Une autre source, c'est la première ressource fossile qui a été connue dans le monde entier, c'est le charbon. Il est utilisé encore donc, dans certains pays en Europe, même ici en Algérie, dans certaines utilisations telles que la métallurgie. Donc c'est une source d'énergie très importante qui développe une énergie très importante. Son usage, donc, c'est pour la production de chaleur et d'électricité. Et la sidérurgie et les cimenteries. Le rythme de reconstitution, c'est des millions d'années, qui est mal les hydrocarbures. Le stockage, donc pour le charbon, elle existe une réserve pour 150 ans de réserve avec un rythme de consommation actuel. Mais attention, cette source d'énergie fossile, elle est très polluante par rapport au gaz naturel et au pétrole aussi. Le charbon, c'est la source d'énergie la plus polluante par rapport aux sources d'énergie fossiles telles que le pétrole et le gaz naturel. C'est pour ça dans le monde entier, ils commencent à laisser la source d'énergie pour les, les productions en industrie, etc. La problématique, c'est l'accélération des émissions des gaz carboniques et du dioxyde de soufre et d'azote. Donc, c'est une source d'énergie très polluante pour l'atmosphère et pour l'environnement. Une autre source, donc c'est une source d'énergie nucléaire, telle que l'uranium. Son usage, donc, c'est la production d'électricité dans des réacteurs nucléaires. Le rythme de reconstitution, c'est une source d'énergie non renouvelable parce qu'elle nécessite des transformations chimiques. Donc,
cet uranium, quand il est utilisé, donc il n'y a plus de... on ne peut jamais le récupérer en tant que matériau d'uranium. Donc, dès qu'il sera utilisé, donc ça sera des déchets nucléaires qui sont très radioactifs et qui sont très nocifs à l'environnement et à la vie de l'être humain. Donc, le stress, donc le stock, donc il existe donc actuellement pour 32 ans de réserve au rythme actuel de consommation. La problématique, donc, la problématique de cette source d'énergie, moins de 30 pays disposent de la technologie d'utilisation de cette source d'énergie. Donc, elle possède la technologie de transformation de ce matériau à des sources d'énergie. Le problème de cette source d'énergie, c'est la gestion des déchets radioactifs. Donc, il représente un risque très très important sur l'environnement et la vie des êtres vivants. Les autres énergies, donc c'est des énergies qui s'appellent nouvelles, c'est les énergies nouvelles ou renouvelables, telles que le solaire, l'éolienne. Donc le solaire, c'est la production de l'énergie à base de soleil. L'éolienne, c'est la production d'énergie à base du vent. L'hydraulique, c'est la production d'énergie à base de l'eau, les rivières, les mers, les océans, les vagues, etc. La géothermie, donc c'est la géothermie soit profonde, donc les profondeurs très importantes du sol, ou là, la géothermie superficielle, donc c'est à des profondeurs très faibles du sol, ou là de la biomasse à travers les déchets organiques des êtres humains, des utilisations domestiques, ou là les déchets des êtres vivants tels que les déchets, les bousses de vache, etc. C'est des déchets agricoles ou là des déchets de... C'est des déchets c'est des déchets des animaux, les bousses de vache, etc. Donc, ce qu'on peut dire concernant ces énergies, c'est que le potentiel dépasse la demande. Le seul point critique, c'est que la technologie actuelle ne permet pas d'en exploiter qu'une infime partie de ces sources d'énergie. Donc, les pays ne disposent pas de la technologie pour l'exploitation de ces sources d'énergie. Bon, donc, parmi les sources d'énergie qui sont utilisées actuellement, c'est le soleil. Donc, avec un usage pour la production de chaleur et d'électricité, avec un rythme, un flux continu. Donc, quand le soleil, quand il n'y aura pas de soleil, il n'y aura pas de vie. Donc, le stockage, donc il y a en environ de 7 milliards d'années jusqu'à l'explosion du soleil. Donc, ça sera le jour du jugement dernier. La problématique, donc, c'est le rendement de conservation solaire en électricité sont faibles. Donc, le rendement des systèmes actifs de production d'énergie à base de soleil, actuellement, ils ne dépassent pas les 12%. Ici, ils disent 10%. Les 10%, donc, c'est pour la troisième génération des panneaux solaires photovoltaïques. Actuellement, il y a d'autres générations de panneaux solaires qui s'appellent les panneaux solaires photovoltaïques de quatrième génération. C'est les Allemands qui sont en train de produire et les Japonais. Donc, c'est des panneaux photovoltaïques. Donc, donc c'est des panneaux photovoltaïques à base de silicium, soit les monocristallins, ou là les polycristallins, ou là les troisièmes, c'est les poly, mono et les... Franchement, j'ai oublié le troisième type de panneau, c'est un oubli. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à le Monopoly et j'ai perdu le mot, mais je vais vous ramener le troisième type des capteurs solaires. Donc, c'est des capteurs solaires en cellules de silicium qui sont très coûteux et
produire de l'énergie intermittente. La deuxième source d'énergie, c'est l'éolien, c'est la production d'énergie électrique à base de vent. Donc c'est la production, donc l'usage, donc c'est pour la production d'électricité éolienne. Donc le rythme de reconstitution, donc le flux est continu. Quand il y a le vent, il y a la production de cette source d'énergie. Le stockage, donc il existe actuellement dans l'environ, donc pour 7 milliards d'années jusqu'à aussi donc le jour du jugement dernier. La problématique de cette source d'énergie, donc elle est mal répartie sur Terre. Donc l'électricité est produite par intermittence quand il y a le vent. Il y a la production de cette énergie. Quand il n'y a pas le vent, on ne peut pas produire cette énergie. La vitesse des vents qui n'est pas égale sur Terre. Donc il y a des régions qui contiennent ce gisement éolien. Il y a des régions qui ne possèdent pas un gisement très important de cette source d'énergie. Et donc, la puissance fournie peut varier considérablement au cours du temps dans une même région. La source d'énergie donc hydraulique, donc c'est la production de l'électricité à base des nappes phréatiques ou des sources de l'eau. Donc l'usage c'est la production d'électricité. Le rythme de reconstitution donc c'est un flux continu. Donc quand il y a de l'eau, on peut produire. Juste il faut posséder la technologie. Le stockage, donc il y en a pour 7 milliards d'années jusqu'à la disparition ou l'explosion du Soleil. La problématique de cette source d'énergie, donc les installations de barrages sur les fleuves s'accompagnent d'une modification des écosystèmes, donc c'est un très grand danger sur les écosystèmes, des inondations des terres et de déplacement des populations locales. Donc d'ailleurs, ici, nous, dans la région du centre, quand ils ont construit des barrages sur la banlieue d'Alger, et vous avez vu le changement climatique qu'on a eu, donc les augmentations d'humidité relatives des régions, et donc il y avait donc un problème de, écologique et des déplacements des populations des régions là où ils ont construit les barrages. Maintenant, la géothermie. Donc, la géothermie, donc, comme j'ai déjà bien expliqué dans l'exercice du puits canadien, donc c'est la géothermie soit superficielle, donc on veut bénéficier de l'inertie thermique de la Terre, donc qui se trouve à des profondeurs faibles, ça s'appelle la géothermie superficielle, ou là la géothermie profonde, c'est les nappes chaudes qui se trouvent à des profondeurs très importantes de la surface de la Terre, qu'on veut utiliser pour la production de la chaleur ou de la fraîcheur à l'intérieur des maisons. Ça s'appelle la géothermie, soit superficielle ou là la géothermie profonde. Donc son usage, c'est la production de chaleur et de l'électricité. Donc pour l'électricité, c'est l'utilisation des nappes chaudes ou là des sources chaudes pour la production, pour tourner des turbines. Il y a des sources chaudes qui se trouvent à des kilomètres par rapport à la surface de la Terre. Donc, pour la production de l'électricité, c'est de l'eau chaude qui se trouve à des températures très importantes, à une température de 200 degrés, 150 degrés, donc c'est de la vapeur surchauffée qu'on utilise pour tourner des turbines pour la production d'électricité. Comme on peut l'utiliser quand il y a des sources chaudes à des températures très basses, donc à des températures dans l'environ des 60-70 degrés, on utilise ces sources d'énergie pour la production de chaleur, soit pour construire des hammamats ou là pour les pompes à chaleur qu'on va installer dans les bâtiments pour la production de chaleur, c'est pour le chauffage. Le rythme de reconstitution, c'est une source d'énergie non renouvelable. Quand on va utiliser cette source d'énergie, on ne peut pas récupérer cette source d'énergie. Elle est dissipée, c'est bon. Le stress, donc le stockage, elle est disponible tant qu'il y aura des éléments radioactifs dans la Terre. Donc, elle existe pour plusieurs milliards d'années.
La problématique de cette source d'énergie, donc principale source d'énergie domestique pour 25% des êtres humains. Donc l'utilisation de bois. Ah pardon, c'est pour la biomasse. La géothermie, la problématique, donc elle est donc elle est disponible tant qu'il y aura des éléments radioactifs dans la Terre pour plusieurs milliards d'années. Donc cette source d'énergie, sa problématique, donc elle n'est pas disponible sur la totalité des régions sur Terre. Donc la ressource est globalement difficile d'accès puisqu'elle nécessite une technologie pour atteindre de certaines profondeurs sur Terre, car elle nécessite des forages très profonds, surtout la géothermie profonde, donc pour chasser les sources d'énergie profonde. Maintenant, la biomasse donc c'est une source d'énergie qui est due donc à l'utilisation des sources d'énergie biologiques tels que les déchets organiques, les produits agricoles, etc., tels que la fermentation, etc. Donc son usage, c'est pour l'utilisation de chauffage, la production d'électricité ou des biocarburants, par exemple la production des alcools, la production du méthane, à travers les bousses de vache, après, à travers l'utilisation, le recyclage des, le recyclage des déchets organiques. Le rythme de reconstitution de quelques dizaines d'années, le stockage, donc le prélèvement inférieur au rythme de constitution de, de la réserve. Donc ça veut dire on prélève une quantité très inférieure au rythme de constitution. Donc le rythme de constitution il est très accéléré par rapport au rythme de prélèvement. La problématique de cette source d'énergie, c'est une source principale d'énergie domestique pour 25% des hommes. L'utilisation des bois de chauffage accéléré, donc l'utilisation des bois donc accélère la déforestation des forêts. Donc c'est un grand problème pour cette source d'énergie. Alors, je vois qu'elle est 10 heures. Donc, je termine donc, avec cette source d'énergie qui est la biomasse. Donc, et je laisse le reste de ce cours-là pour le samedi, Inch'Allah. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Si vous n'avez pas de questions, vous pouvez. Donc je vois que aujourd'hui, il y a pas beaucoup de gens qui ont participé à cette séance. Mais faites attention, le jeudi, c'est pas comme vous l'avez dit que c'est